Next up, we're going to be hearing from the former mayor of Gatineau, France Bililil, in conversation with Catherine Corriveau on her experience, on what we can learn, and what needs to happen in order to rebuild trust in holding public office. And I will invite you to come up. J'aimerais juste te remercier d'être ici, France. France Bellil, pour contexte, pour ceux qui n'ont pas lu les nouvelles quand toutes les nouvelles sont sorties, est la première femme élue mairesse de Gatineau, quatrième ville en importance au Québec. Habitée par un conflit de valeurs, elle a choisi de démissionner en février 2024. France est détentrice d'une maîtrise de l'Université Carleton à Ottawa. Elle a produit un mémoire sur l'éthique et la déontologie journalistique. Ça va intéresser M. Blanchette. Oui. Elle est originaire de Gatineau et elle a passé 18 ans de sa vie à Radio-Canada. Elle a travaillé dans plusieurs villes canadiennes comme journaliste, réalisatrice et productrice de plusieurs émissions d'information à la radio et à la télé, avant de devenir directrice des relations publiques et de la mobilisation publique au bureau du président de CBC Radio-Canada. Elle a aussi travaillé pour TQS Montréal. Alors, France, elle a eu toute une carrière. Elle a aussi écrit un livre qui a été publié très récemment, je vous le recommande. Et on va parler un peu de ce que tu écris dans ce livre-là, mais d'abord, bienvenue. Merci d'être ici avec nous à Montréal. Merci. Comment on se sent aujourd'hui? I'm a bit nervous. I'll do a bit of speaking in English, but it's not my first language. Mais je suis vraiment très contente de voir que les gens se déplacent à Montréal pour faire cet événement. Oui, nous sommes très contents de vous avoir tous ici à Montréal. Je vais commencer tout de suite. Vous ouvrez votre livre par cette phrase marquante. L'heureuse élue, c'était moi. Première femme élue mairesse de Gatineau, quatrième ville en importance au Québec. Et pourtant, le chapitre s'intitule « J'ai démissionné ». Cette tension entre accomplissement et rupture a capturé l'attention nationale. Parlez-nous un peu de ce contraste, de ce parcours et de ce que ça révèle sur la vie politique municipale. Oui, moi j'ai choisi en fait, je dis aux gens, quand on choisit de faire de la politique, ça nous prend une motivation initiale. Si vous allez là pour être populaire, là, vendez de la crème glacée puis achetez-vous un chien, allez pas en politique. Alors, ça prend une motivation initiale et ma motivation initiale, c'est le service public. C'est une des raisons pourquoi j'ai choisi de travailler à Radio-Canada. Pour moi, il y avait quelque chose de national, de grand, de noble dans le fait d'être journaliste puis de le faire pour une télévision et une radio d'État. Et c'est pour cette même raison que j'ai choisi de servir le public. Et la politique est un instrument incroyable de service public. Par contre, quand je suis arrivée en politique, j'ai démissionné de mon poste 2 ans et demi après le début de mon mandat. Quand j'ai démissionné, il y avait déjà 800 autres élus qui avaient démissionné au Québec. Ça représente 10% des élus au Québec qui ont quitté avant la fin du mandat. Et la raison pour laquelle j'ai quitté, c'est vraiment un choc de valeurs. Je me suis retrouvée, je trouvais avec certains collègues, hommes et femmes, d'abord qu'il y avait un enjeu de compétences qui, moi, me mettait fondamentalement mal à l'aise dans la prise de décision. De gens qui n'avaient pas la rigueur de lire, par exemple, des documents et de se préparer adéquatement avant de prendre des décisions et d'administrer l'argent des citoyens. Et ça, c'était très difficile pour moi. Je me suis retrouvée aussi dans une dynamique où j'avais l'impression d'être à l'école secondaire avec des gens qui avaient des comportements qui, à mon avis, étaient inacceptables parce que la politique, c'est aussi une bulle. C'est un endroit ou un environnement à l'intérieur duquel il y a très peu de règles. Et si tu fais valoir des règles, on va te dire que tu n'es pas à la bonne place et que tu n'es pas capable de jouer la game. Alors, on te discrédite beaucoup. Et finalement, je vous dirais qu'il y a aussi une forme de violence pour moi en ce moment en politique qui est extrêmement préoccupante, qui vient autant de la part du public, mais qui vient aussi de la part d'autres collègues en politique, et ça, on en parle très peu. Et sur une note peut-être plus personnelle, Catherine, quand j'ai décidé d'aller en politique, je me souviens, j'ai pris la décision, j'étais assise au bas des marches dans mon salon avec mon mari, puis on s'est tenu la main. Puis j'ai dit, Michel, on le fait-tu, là? T'es-tu certain, là? Puis il m'a dit, oui, France, on y va.
Puis on a pris 3 engagements. Un, on était pour rester mariés. 2, on était pour rester amoureux. C'est pas toujours la même affaire. Et troisièmement, je n'étais pas pour y laisser ma santé. Et dans les derniers mois de mon mandat, c'était tout ce choc de valeurs, la question d'ingérence, de compétences, d'imputabilité, de relations dysfonctionnelles. Ça me faisait tellement mal que j'étais en train de me rendre malade. Donc, je faisais beaucoup de scrum avec les médias en direct plusieurs fois par semaine. Et à un moment donné, je voyais les mots dans ma tête et je n'arrivais plus à les dire. Et là, j'ai commencé à me demander si je n'étais pas pour faire une Joe Biden de moi-même et à me dire qu'il fallait que je réfléchisse parce que là, clairement, le 3e engagement avec mon mari était compromis et je voyais des problèmes de santé très grands. Et j'ai décidé de quitter parce que je pense qu'au-delà du service public, la santé, ça n'a pas de prix. Et je n'ai pas lâché. Je me suis choisie, ce qui est complètement, pour moi, différent. Ben, c'est tout à fait différent et je pense qu'on oublie souvent le côté humain des personnes qui se présentent en politique. Là. Je veux dire, c'est vrai que c'est un rôle important qui est très public, mais c'est une job, comme on a tous une job. Oui. C'est pas un 9 à 5, par contre. Pas du tout. Mais parlez-nous un peu de ces dernières semaines, parce que vous en parlez beaucoup dans le livre. Quel a été le moment où vous vous êtes dit, OK, là, c'est terminé, je passe à autre chose, je tends le flambeau à une autre équipe. Comment est-ce que votre équipe a reçu ça? Comment est-ce que vous avez vécu ça aussi? Parce que c'est une grosse décision dans un contexte qui est quand même assez particulier, étant donné votre rôle en tant que première femme mairesse dans une ville aussi grande et importante que Gatineau. Je vais partager quelque chose ici que je n'ai pas mis dans mon livre. Puis je pense qu'avec la foule qui est ici, c'est pertinent de partager cette histoire. C'est bizarre comment des fois, tu sais, quand on se sent déjà pas bien, il peut y avoir un trigger là, qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ça ne fonctionne pas. D'abord, je savais, à un moment donné, je savais que je n'étais pas pour terminer mon mandat, mais je voulais me rendre à l'automne 2024 pour ne pas déclencher d'élections partielles et que ça ne coûte pas d'argent aux citoyens. Alors, j'étais déterminée à me rendre jusque-là. Même si je me sentais pas très bien, je m'étais dit que j'étais pour m'accrocher. Et on est arrivé au conseil municipal de la fin janvier et il y a un monsieur qui venait à tous les conseils poser des questions sur le tramway. Un citoyen exemplaire qui envoyait ses questions à l'avance, qui prenait la parole avec beaucoup, beaucoup de respect, qui demandait des explications sur le projet. Puis évidemment, il y a une partie des membres du conseil qui n'étaient pas contents de le voir parce qu'ils étaient pro-tramway, puis ils répondaient au monsieur, mais bon, ce n'est pas une question qui leur plaisait, mais le citoyen faisait sa job de citoyen. Et ce soir-là, il y a un des conseillers autour de la table, dans la jeune vingtaine, qui a répondu à cet homme de presque 70 ans avec tellement d'impolitesse et il était tellement effronté dans sa façon de répondre aux citoyens. Ou est-ce que, moi, si j'avais été sa mère, je l'aurais envoyé dans sa chambre. Mais je n'étais pas sa mère, j'étais la mairesse. Et ça a juste ajouté une couche à ce malaise que j'avais d'être associée à des comportements que je trouvais inacceptables, alors qu'on avait un citoyen exemplaire qui posait des questions au nom de la démocratie et qui s'est fait pratiquement humilier par un conseiller municipal qui s'est permis de lui répondre de cette façon-là. À la fin du conseil, je me suis levée, je suis allée voir le citoyen, je lui ai serré la main et je me suis excusée qu'il se soit fait parler comme ça par un élu. Et savez-vous ce que le citoyen m'a dit? Il m'a dit, c'est peut-être moi, Madame la mairesse, qui n'a pas bien posé ma question. Et ça m'a beaucoup dérangée, beaucoup, beaucoup dérangée. Et le lendemain, je suis rentrée dans le bureau de mon chef de cabinet et je lui ai dit, I'm leaving. Et il m'a dit, quand?
J'ai dit, I'm leaving before next council. How are we going to do that? Make it happen. It's your job. À partir de là, je savais que je devais me protéger de moi-même. Je savais que là, tu ne peux plus négocier avec des collègues que tu ne respectes plus quand tes propres valeurs sont mises à l'épreuve. Alors, moi, mes valeurs étaient clairement mises à l'épreuve et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de quitter parce que j'avais à l'époque 46 ans. Je me disais qu'il me restait au moins 15 bonnes années de travail devant moi, puis je ne voulais pas non plus me mettre dans une situation difficile, mais j'étais sur le point de perdre patience publiquement. Et j'ai dû me protéger de moi-même, et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté. Et finalement, il y a eu un déclenchement d'élection partielle, parce que je ne pouvais plus rester dans ces conditions-là. Bien, un peu là-dessus, on parle de ce conseiller-là, mais je pense que c'est peut-être un problème ou un enjeu auquel on ne pense pas nécessairement, c'est la préparation des élus ou les prérequis un peu des élus. Vous avez parlé de votre motivation qui est de servir le public. Parlez-nous un peu de cette vision-là, de qu'est-ce que ça signifie pour vous être en politique au service de la population. Qu'est-ce que ça devrait inclure? Qu'est-ce qui ne devrait jamais en faire partie? Ouais. Puis où est-ce qu'il y a des lacunes dans la préparation justement de nos élus? C'est intéressant parce que la démocratie, elle est extraordinaire puisqu'elle permet aux gens de choisir un représentant. Mais il y a aussi le vice démocratique qui fait en sorte qu'une personne qui cogne à votre porte pour se présenter et être élue, que vous voyez pendant 2, 3, 4 minutes, et qui fait son pitch de vente pour solliciter votre vote, vous avez aussi une responsabilité d'électeur de vous renseigner sur cette personne. Ça va au-delà de la première impression, c'est-à-dire qui est cette personne, quel est son bagage, comment il travaille avec les autres, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Bon, il y a un bout où le citoyen, il doit aussi faire ses devoirs. Alors ça, pour moi, c'est important. Et c'est doublement important dans un système, particulièrement au municipal, où il y a très peu de règles en place pour aider les élus à être des bons élus. Je m'explique. Au Québec, par exemple, ça va un peu changer à la prochaine élection. Mais jusqu'à récemment au Québec, la seule formation obligatoire pour un élu était la formation pour ramasser du financement électoral. Pas une formation sur c'est quoi être un maire ou un conseiller municipal, pas une formation sur l'éthique et la déontologie, pas une formation sur les règles d'urbanisme et les règlements municipaux, une formation pour ne pas te mettre dans la chenoute quand tu ramasses ton 200 $. Et ça, pour moi, c'est problématique. Et je comprends la raison pour laquelle c'est comme ça. C'est tellement difficile d'avoir des gens qui veulent aller en politique parce que l'environnement est difficile, qu'il y a une inquiétude de mettre un certain nombre d'exigences qui deviendraient un frein à se lancer en politique. Par contre, on nivelle par le bas quand on fait ça. Et ce que ça fait, c'est des élus qui font des campagnes électorales avec des promesses qui n'ont pas de bon sens, qui ne seront jamais capables de livrer aux citoyens, sur lesquels ils se font élire, parce qu'eux-mêmes, comme candidats aux élections, ne comprennent pas la structure de fonctionnement et le pouvoir et les rôles et les responsabilités. Et ça, pour moi, c'est extrêmement problématique. Et ça contribue au cynisme. Et on a besoin de faire la guerre au cynisme. Pas de battre le cynisme, de faire la guerre au cynisme. Parce qu'on est tous victimes de ça. Les citoyens, les communautés, les élus aussi. Alors, si on veut combattre le cynisme, on a besoin de mettre un certain nombre de règles, pas besoin d'envoyer un CV et faire des entrevues, mais quand même un certain nombre de règles qui amènent les élus à un niveau de connaissance qui est acceptable pour prendre des bonnes décisions. Et ça, moi, je pense que c'est une façon de rétablir la confiance.
Et à qui revient la responsabilité de s'assurer que ça se passe? Parce que c'est important, mais qui doit s'en occuper? Bien, en fait, je pense que c'est un travail collectif. Moi, dans ma déception d'élu, il y a le fait que les élus eux-mêmes ne prenaient pas les responsabilités de mieux comprendre les dossiers. Alors que c'est la base. C'est dans ce que vous faites, dans votre travail, au quotidien, si vous avez à prendre une décision, poser une action, si vous ne comprenez pas, vous allez poser des questions. Je veux dire, je pense que c'est la base d'un milieu professionnel, alors que ça ne se passe pas toujours, malheureusement, en politique. Alors, je pense que d'abord, il y a un système. Il y a des gouvernements qui peuvent mettre un certain nombre de choses en place. Les formations obligatoires avant d'être élu pour savoir qu'est-ce que tu vas faire et quel sera ton rôle. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ça prend aussi une compréhension des rôles et des responsabilités. La majorité des élus sont là pour des bonnes raisons. La majorité. Il y en a une partie, par exemple, qui pense que c'est un show de télé-réalité et qui devrait se faire dire que c'est pas ça, la vraie vie. Alors, il y a une formation, des formations qui, à mon avis, seraient nécessaires. Et ça prend ensuite des formations en continu sur des sujets plus pointus. Il y a donc des formations sur ce qu'est le rôle d'élu, ce qui permettrait, entre autres, d'éviter aussi l'ingérence, où tu peux avoir des conseillers municipaux, des députés, qui débarquent dans le bureau d'un fonctionnaire, disent « Hey, toi, tu vas faire ça, puis tu vas faire ça, puis tu vas faire ça. » Not your job. Alors, il y a cet élément de compréhension qui est important. Puis ensuite, il y a les compréhensions liées au dossier, les règlements sur l'urbanisme, la consultation publique, qu'est-ce qu'on vote, les lois sur la sécurité publique, la couverture des pompiers, la couverture policière sur nos territoires. Toutes ces choses-là sont normées et elles doivent être mieux comprises. Et ça peut se faire en continu. Et je me suis fait parfois critiquer par des gens qui me disaient « Oui, mais France, ce que tu veux, c'est d'envoyer les élus à l'université pour qu'ils fassent un bac. » Je dis « Non, ils n'ont pas besoin de faire un bac. Ils ont juste besoin d'accepter ou d'accéder à un niveau de rigueur parce que voter, c'est un privilège. J'ai jamais eu d'enjeu de perdre un vote si j'avais perdu un vote honorablement. Si j'avais perdu un vote sur un échange d'idées, et clairement, je n'ai pas convaincu la majorité de voter de mon côté. D'accord, je perds le vote honorablement. Perdre un vote sur une hyper-partisanerie, perdre un vote sur un règlement de compte entre politiciens, perdre un vote parce que l'autre personne n'a pas lu ses documents et ne comprend rien du dossier et va voter avec le vent, ça pour moi c'est inacceptable. Ça pour moi c'est irrespectueux envers les citoyens et ça pour moi ce n'est pas administrer avec diligence les fonds du public. Et ça pour moi c'est problématique et tout ça fait en sorte que j'ai quitté. Alors il y a toute une structure d'accompagnement des élus qui peut se mettre en place. Ça commence au provincial, ça commence par des élus qui doivent faire leurs devoirs, puis ensuite dans le cas du municipal avec des conseils municipaux qui mettent des sommes de formation en continu pour s'assurer que les élus prennent de bonnes décisions. Parlez-nous un peu de ce contexte de partisanerie, parce que pour ceux qui ne sont pas au Québec, il y a une nuance municipale qui lui est propre, qui existe ailleurs au pays aussi, là, mais qui, je pense, est un peu particulière au Québec aussi. Parlez-nous un peu de ce monde-là, de la partisanerie au niveau municipal, de l'impact que ça a eu sur votre mandat, puis de comment ça a façonné votre expérience, parce que vous en avez parlé un peu, là, mais si vous nous donnez un peu plus de détails, parce qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui, aux municipalités, là, les partis politiques, ça n'existe pas. Donc, parlez-nous un peu de cette réalité. Donc, au Québec, il y a 1107 municipalités au Québec. Il y a
83 municipalités où il y a des partis municipaux. Et ces partis-là sont apparus quand Jean Drapeau, plus vers la fin de Jean Drapeau, quand il était à Montréal. On les a vus s'installer beaucoup à Montréal et à Québec, et ensuite beaucoup dans les grandes villes. Il y a donc des partis municipaux comme on en voit au provincial et au fédéral. Au Canada, il y a des partis municipaux au Québec, il y en a en Colombie-Britannique et il y en aura pour une première fois en Alberta. Il y a des partis municipaux qui se sont créés à Calgary et à Edmonton. Personnellement, je ne vois absolument pas la pertinence d'avoir des partis municipaux au gouvernement municipal. Deuxièmement, je ne vois pas ce qu'il y a de glorieux à aspirer au spectacle que l'on voit au Parlement ou dans les assemblées législatives. Je trouve que le gouvernement municipal est un gouvernement de proximité qui devrait faire en sorte que les gens autour de la table s'assoient pour discuter. Bien sûr que même sans parti politique, il y a des cliques, il y a des groupes, il y a des gens à rallier, c'est déjà pas facile. Alors, est-ce qu'on est obligé de mettre des partis politiques? Donc ça, c'est une différence fondamentale là, dans 3 provinces au Canada. L'autre chose, c'est que cette structure-là, elle crée aussi un déséquilibre dans le financement. Je vous donne un exemple. Je me suis présentée à la mairie de Gatineau comme mairesse indépendante. Ça veut dire que j'ai ramassé de l'argent pour faire ma campagne à coût de 200 $. Mon adversaire, qui s'est présenté à la mairie, faisait partie d'un parti politique. Elle avait déjà de l'argent dans le compte de banque parce que la structure québécoise permet aux partis de ramasser de l'argent en continu, pas seulement durant l'année électorale. Il y a donc un déséquilibre qui se fait entre les indépendants et les partis politiques. Dans le contexte de Gatineau, la problématique, c'est qu'il y avait un parti, un seul parti, et le reste des gens étaient indépendants. Donc, on était 12 élus indépendants et 8 personnes d'un même parti. Mais vous comprenez que ces élus indépendants, ils ne sont pas homogènes. C'est 12 individus. Si on prend l'exemple de la ville de Québec, il y a 4 partis. Tout le monde est dans un parti. Donc, il y a 4 partis municipaux. La dynamique est complètement différente. Mais cette réalité-là, pour moi, elle amène au municipal une hyper-partisanerie comme on en voit au provincial ou au fédéral. Et je ne crois pas que ce soit nécessaire et je ne crois pas que c'est dans l'intérêt du citoyen. Et bien sûr qu'au municipal, il y a de la politique à faire, bien sûr qu'il y a de la partisanerie, mais il y a des choses fondamentales qu'on gère comme l'eau potable. Qu'est-ce que tu veux faire comme débat sur la pertinence d'investir dans ton usine d'eau potable? Donc, il y a un certain nombre de choses et d'obligations municipales qui, à mon avis, ne devraient pas faire l'objet de discussions politiques, mais qui sont plus une prestation de service au quotidien. En même temps, il y a des choses qui sont plus délicates. La question de l'environnement, la question de l'aménagement du territoire sont des enjeux qui sont un petit peu plus politiques et sensibles que réparer des trottoirs, par exemple. You wrote, I followed after 800 men and women who also left their job before the end of their mandate. You mentioned it, that's about 10% of elected folks at the municipal level in Quebec. And that number actually doesn't even speak to what is happening elsewhere in Canada at other levels and across the country. You know, what you lived, is that a sign of something bigger? Are we, without wanting to be, too dramatic, is this a bit of a critical moment in democracy at the local level, but also more broadly across levels? Yeah, totally. I don't think this is specific to Quebec. Maybe to give an example, 2 weeks before I resigned, I knew I was going to resign. Very few people knew. And every year, I was hosting an event with
different elected people across Canada coming from big cities. So it happens in February. So not just mayor, but city councilors also. So they come to my cabinet, and then we have like wine, cheese, and we discuss about different issues. And usually we go out for dinner together. I couldn't go out for dinner, but I was there for the first 2 hours and started to speak with my colleagues across Canada, asking them how was it for them? How difficult was municipal politics for them? And then we all started to discuss around the table. Some of the women that were there had tears in their eyes, and everybody started to talk. It just felt like it was a therapy moment. And people were saying how difficult it was. And people were saying that they were not sure they would run again. They were talking about how sometimes the comments from the public were vicious. They were also talking how relationship amongst the council was vicious also. And there was a lot of people that were, I'd say, psychologically affected. I think 48 hours after I left, Mark Sutcliffe, the mayor of Ottawa, was giving interviews and saying that he was understanding why I left, because how difficult it can be. When I left, I received hundreds of messages from citizens, most of them women, but not only, saying that they could see, just looking at the media, how difficult my life was and how they can understand. I received text messages from ministers saying how it was difficult for them. And everybody is going through this in silence, because you're not very popular if you're vulnerable as a politician. You're just opening the window to be beaten a little bit more. So you shut up, you go home, you cry, you do your best, you play Rocky, go back in the ring, and you try to do the day. And for me, mental health, this is something we really need to be careful about as a society. And if we want good people to run, if we want good people to represent ourselves, we need to take care of them also. And for me, it is starting with try to behave as a human being on a daily basis. I haven't always behaved. Like sometimes as a politician, when every day people are beating you, I'm telling you, you just feel like, come on. You know, you jump in the ring also. This is human. You want to defend yourself. You're tired of being beaten. But you have to fight against that. You have to find other ways. And it's tough. And it's difficult, and we all contribute to the cynicism that we're seeing. So politician needs to behave, public needs to behave, and we obviously, and I'm going to say this in French because I don't know the word in English, but le service public a perdu beaucoup de lettres de noblesse. Ce n'est plus glamour d'aller en politique. Ce n'est plus glamour de servir le public. Il n'y a plus beaucoup de respect à l'égard des gens qui choisissent de servir la communauté. Et ça, c'est malheureux. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens de qualité qui ne se présenteront pas. Et je pense que la société a à réfléchir, parce que sinon, on se retrouve avec des gens comme Trump qui sont là et qui nous font reculer de 20 ans en une élection. Parce qu'il n'y a que lui et son ego qui veut se présenter. Et moi, je suis très inquiète que le Canada vive ça aussi au cours des prochaines années. Vous avez quitté vos fonctions il y a un peu plus d'1 an. Mm-hmm.
il y a des élections municipales au Québec qui Oui. s'en viennent là, dans quelques mois. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre successeur et à ceux qui songent se lancer en politique, justement, avec ce défi que vous décrivez? Peut-être quelques éléments. Le fait que j'ai quitté n'a rien à voir avec le fait que je sois une femme. Et ça, je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues me voir quand j'ai quitté et qui m'ont dit Ah, on est tellement peu nombreuses, on aurait voulu que tu restes. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je suis une femme. J'ai quitté parce que j'ai choisi de préserver ma santé et ça, je pense que homme ou femme, ça n'a pas de changement. Donc, j'incite les femmes à se présenter en politique. Même si j'ai quitté, je continue de croire que c'est un instrument incroyable de service public pour servir sa communauté et faire changer les choses. Je suis une ancienne journaliste, donc j'aurais aussi, si j'avais des choses à dire, je pense que l'univers médiatique doit aussi se regarder le nombril de façon très, très importante. Je trouve ça assez particulier. Il y a quand même 2 secteurs. On parle ici de 2 secteurs d'activité à l'intérieur. Il n'y a pas tellement de règles. C'est les médias et aussi le milieu politique. Et bien sûr, il y a une question d'éthique et de déontologie chez les médias, mais il y a une course très forte à la cote d'écoute qui fait en sorte qu'on perd l'essence. Et je pense que les médias ont un examen de conscience à faire, mais ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Et la liberté d'expression a le dos trop large. Alors moi, j'aimerais beaucoup que les médias se questionnent sur leur travail et reviennent eux aussi à l'essence de ce que c'est le service public. J'aimerais aussi... servir sa communauté, c'est incroyable. Et dire aux gens que la majorité des citoyens sont incroyables. Et ils m'ont apporté beaucoup, beaucoup de bonheur. Et la plus belle chose de mon passage en politique, c'est la relation avec les gens. C'est pour eux que j'ai voulu servir, c'est pour eux que je me suis présentée. C'est eux qui m'ont consolée quand je suis partie à l'épicerie, à la pharmacie, dans la rue. Et je trouve que la politique est une aventure humaine extraordinaire qui, malgré tous les défis, mérite d'être vécue quand même. Merci beaucoup, France. On va ouvrir aux questions du public. We open up the questions. We'll take them in French or in English. We won't discriminate. If there's any questions, Maddie can run up. Oh, in the back over there. Hello, my name is David. I'm with the Ontario English Catholic Teachers Association. Just a question. When leaders choose to remove themselves from office or from their position as almost a bit of a protest, or in your case, maintaining your health, there's a loss of that voice. Can you speak to how you worked through that consideration in making your decision? You don't go to politics thinking that you will leave before the end of the mandate. In my story, the main character wasn't dying before the end. I battled internally for months because being elected is a lot of love. When one person walks out of his house and pick your name, it's a lot of love, and you need to show them respect. And for me, leaving was almost disrespectful for this love that they showed me. But how
how much my health is worth. And this is the question I asked myself, and this is why I decided to leave. And coming back to your question about the voice, well, being here for me is still serving the public. I've done several conferences since I left, after I stopped crying. And for me, this is serving the public otherwise. This is contributing to the society in a different way. And this is also, like, I wrote a book, I've worked with, that's fine, and I work with different groups on different articles, and for me, this is a way for me to have my voice, de faire entendre ma voix d'une différente façon. But I think we need to speak, and I think it's not just talking about the vote. It's also talking about the quality of the elected people that we want to represent ourselves. Politics is very tough. A year ago, my first conference, an old politician came to me after the conference and he said, "Do you think what you're mentioning is only happening to women?" And I could tell that he wasn't well. And I said, "No, it's tough for everyone. Politics is difficult for everyone. But if you're a male, there are a few words that won't be used against you that I received because I'm a woman. But I think all of this discussion is making my voice in the environment, and this is what I want, and I hope it can help." One more question, une autre question. Au fond, oh, sorry. We'll see if we have time for two. If this one's short, we can get two. Sounds good. Thank you. My name is Clara with Women Transforming Cities. I speak with a lot of local government representatives, so can attest that this is a very widespread challenge. It is. And in BC, where I'm from, it's a bit of a wild west in terms of provincial governance structures that keep things civil and keep things safe. Yep. I think in Quebec, there's a little bit more in terms of codes of conducts and ethics commissioners. And I'm just wondering if you can speak to what has worked with those that we could maybe learn from in provinces like British Columbia, and what improvements might need to be made to provincially mandated codes of conduct and other legislation that can keep our governance at the local level safer and more well-functioning for everybody. Do you have a translation? No, do you speak French a little? All right, okay. In French, there's an independent instance called la Commission municipale du Québec. So their responsibility, well, they can conduct investigation if they receive a complaint. So as an elected person, I can complain, file a complaint, calling citizen, and a citizen can also file a complaint. So this structure exists. I think it needs to improve. But there's certainly a good base over there, and I think our minister in Quebec have asked them to do more, and this is a good sign. One thing that I'm talking about in my book, and I think this could be a very interesting suggestion all across the country, is to have an ombud. Within the federal government, there are several ombud, not ombudsman, they're called ombud. And they intervene so the situation don't become an official complaint. They intervene before. And I think having that at the municipal level would be very helpful. When you think about it at the federal level, at Parliament, there is an ethic commissioner. I'm not sure if I'm correct with the word, but there's an ethic commissioner that you can go to. In Quebec,
At the provincial level, they have basically the same thing. At the municipal level, nothing. You need to file a complaint. And this is something that is filling also the cynicism and the violence on the ground, because if something is happening to me, there are nobody to help me to find a solution with a colleague. The only option I have is to file a complaint. So I think there are other ways that can be put in place for the climate to be better. Because, you know, sometimes if you disagree, there's one thing. You know, that's fine, it's politic. If the person in front of you doesn't understand the law, this is something else. And just because we are opponent, the fact that I'm trying to explain, you're not listening to me. Is there someone that can come at the table and say, independently, you need to understand that this is the law. She is right. There's no politic here. It's just understanding each other on common grounds. So for me, the Ombud is a solution, easy solution that is working well at the federal level, chez les fonctionnaires. Public servants. Merci. That we need to explore at the political level. Merci beaucoup, France, et merci de ton histoire. Thank you. Merci. Merci.